C'est parti. Alors, bonjour à tous. Merci d'être là. C'est très important pour présenter notre livre. Donc, avec Linda, qui est ma fille, nous avons écrit un livre, on dit à 4 mains, qui est un témoignage de ce qu'elle a vécu concernant le harcèlement scolaire pendant plusieurs années. C'est un phénomène qui est assez connu, malheureusement, mais nous avons eu besoin de l'écrire comme thérapie, de 1, et de 2, pour sensibiliser le maximum de personnes. Vu que Linda est encore jeune et encore à peine sortie de cette période difficile, je trouve que c'est un bon message qui peut percuter bien des jeunes, qu'une autre jeune puisse témoigner. Donc dans ce livre, effectivement, il y a tout un passage de l'histoire de plusieurs années de harcèlement. C'est pas juste un mois ou quelques mois, c'est vraiment entre 4 et 6 ans vraiment de harcèlement, avec des pointes fortes, et puis toute une partie de réflexion autour comment on en est arrivé à ce qu'une jeune ait envie de mettre fin à ses jours. Toutes les répercussions en fait que ça a sur la famille, l'entourage et puis sa vie elle-même, donc toutes les conséquences. On va survoler évidemment et faire une petite demi-heure avec une partie interactive. Voilà. Donc la première partie, c'est vraiment de vous dire rapidement les différents types de harcèlement qu'elle a pu vivre et qui existent finalement. Donc, Linda, est-ce que tu veux... Du coup, moi, j'ai pu vivre 2 types de harcèlement différents. Il y a le harcèlement physique et le harcèlement moral. Moi, j'ai eu beaucoup d'harcèlement moral, mais aussi malheureusement du harcèlement physique. Bon, le harcèlement physique, c'est surtout les coups. Et puis, dans le harcèlement moral, il y a les insultes, les menaces, les rumeurs. Moi, c'est par là où ça a commencé. C'est par une rumeur. Et en fait, ça paraît assez bête. Mais la plupart des harcèlements, ça commence par là, en fait. Et une rumeur, ça prend l'ampleur tellement vite. À partir de quel âge je devais avoir 10 ou 11 ans, je pense. Ouais, puis ça s'est arrêté quand j'avais 15 ans. Quand tu as arrêté l'école. Quand j'arrivais à l'école, en fait. Ouais. Et puis, en fait, le harcèlement moral, en fait, on le minimise un petit peu parce que c'est caché, on ne le voit pas. Quand on insulte quelqu'un, peut-être l'entendre, mais c'est oublié assez rapidement, il n'y a pas de preuve derrière, contrairement au harcèlement physique. Et du coup, Et puis, on voulait vous souligner les différentes attitudes en fait, de l'entourage. Qu'est-ce qui se passe quand il se passe des situations d'insultes et d'intimidation à l'école? Donc, il y a plusieurs façons de répondre à l'entourage, que ce soit des élèves. Alors, souvent, on rit. Donc, on rit beaucoup lorsque quelqu'un se fait insulter ou humilier. Il y a un phénomène de groupe qui se crée assez rapidement. Au niveau, surtout, ça on va insister, de l'entourage des adultes, donc des professeurs, des enseignants, des surveillants de cours, on ne voit pas, on minimise, on nous a dit que ce sont des jeux d'enfants, des jeux d'adolescents, donc qui se débrouillent entre eux, c'est pas notre problème, etc. Et vraiment la dernière chose qu'on a entendue, c'est on peut rien faire, désolé. Voilà, c'est un peu un résumé, mais c'est pour vous dire les différentes attitudes qui sont toujours les mêmes dans ces situations-là. Ensuite, on va vous parler un peu des conséquences de situations de harcèlement sur un enfant, puisque Linda, comme elle vous a dit, c'était une enfant en construction, et un enfant a besoin des besoins, on dit, fondamentaux pour grandir, tout enfant. Vous en connaissez sûrement des besoins comme manger, boire, respirer, dormir. Donc il y a 14 besoins, puisque je suis infirmière, donc en fait je suis partie de ça en me disant, moi j'ai appris que l'être humain a besoin de 14 besoins pour vivre, fondamentaux. Si vous en enlevez un, en fait il ne peut pas vivre. Donc comme je vous ai expliqué, respirer, on vous enlève respirer, vous mourrez. Donc, on vous propose vraiment rapidement un petit jeu, on va dire comme ça, de mise en scène, où on va vous demander 3-4 dans la salle si vous voulez représenter un besoin et puis venir autour de Linda. Donc Linda, elle va grandir avec ses besoins. Donc si je peux
Par exemple, manger et boire. Qui aimerait venir représenter ce besoin? Menda? Moi, Kimia? Tu veux venir? Donc en fait, je vais laisser. Voilà, c'est un petit peu, c'est juste une image en fait qu'on veut vous montrer à travers ça. On va pas faire les 14 besoins, d'accord? Je peux vous proposer le besoin de dormir. Ah, alors dormir. Après, je te laisse choisir si tu veux entre apprendre ou communiquer. Communiquer. Et puis, on peut prendre encore un qui serait communiquer ou agir selon ses croyances. Ce sont des besoins fondamentaux. Qui aimerait venir? Voilà. Donc, il y en a plein d'autres. Il y a maintenir sa température, être propre, protéger ses téguments, éviter les dangers. Il y a se divertir, donc tout ce qui est activité, qui est donc un besoin fondamental. Alors, bonjour les besoins, vous êtes des besoins, vous n'êtes plus votre personne, d'accord? Je suis quel besoin, moi, déjà? Agir selon ses croyances. D'accord. Manger et boire. Donc, on va commencer par Kimia. Non, il n'y a pas de Kimia. Il y a le besoin, bonjour, besoin de manger et boire. Tu es à côté de Lenda, normalement vous êtes là pour que Lenda grandisse comme tout enfant. Lenda, est-ce que ton besoin de manger et boire a été satisfait? malheureusement pas, comme beaucoup de besoins, parce que pour quelques petites anecdotes, j'avais pas le droit de manger avec les gens qui me harcelaient ou tout court à la cantine. Si je mangeais pas assez vite, que je mangeais pas de la manière dont on voulait que je mange, je me faisais taper. Si je n'arrivais pas en même temps que tout le monde à la cantine, je me faisais frapper aussi, j'avais pas le droit de manger ce que je voulais, quand je voulais. Et du coup, c'est un besoin que j'avais pas. Et après, les conséquences derrière, c'est qu'à la maison, je n'osais plus manger. Et ça a pris du temps à ce que je puisse reconstruire le fait de manger, c'est un besoin fondamental. Et tu as eu des maux de ventre, des problèmes digestifs, tu mangeais en 2 minutes parce que si tu n'attendais pas, si tu n'avais pas fini avec les autres, tout le monde t'insultait, etc. Donc vraiment ça a été... Alors désolé, besoin de boire et manger, je te demanderai de te rasseoir puisque tu n'as pas été satisfait. On peut passer au besoin de dormir. Est-ce que Lenda a été satisfaite dans ce besoin vital de dormir? Malheureusement, pas non plus. Ça m'a créé beaucoup de cauchemars, d'insomnie, je n'osais plus dormir. Et aussi la peur de, en fait, si je dors, je vais me réveiller demain. Ça veut dire que c'est une nouvelle journée où je vais avoir des problèmes à l'école. Donc pourquoi dormir? Ça va juste en fait accentuer le problème. Du coup, malheureusement. Alors, désolé, cher besoin, nous allons vous demander de vous rasseoir. On pourrait prendre le besoin de communiquer. Lenda, est-ce que tu as été satisfaite dans le besoin de communiquer? Toujours pas. Je n'avais pas le droit de communiquer tout simplement. Dès que je disais ce que je pense, ce que je veux, ce que je ressens, j'étais directement humiliée ou frappée à la fin des cours. J'avais plus le droit de communiquer avec les gens. J'avais pas le droit de parler avec qui je voulais. J'avais des gens avec qui j'avais le droit de parler, d'autres avec qui je n'avais pas le droit de parler. Alors c'est un besoin que j'ai pas eu. Désolée. Voilà, et puis pour le dernier exemple, l'exemple de agir selon ses croyances. Lenda, est-ce que tu étais réfléchir. est-ce que tu étais toute seule. satisfaite? Malheureusement pas non plus. J'aurais bien voulu, mais pareil, c'était aussi en fait, je n'avais pas le droit d'avoir mes propres croyances. Je devais me coller à ce qu'ils disaient et ce qu'ils pensaient, parce que si je pensais différemment, je ne rentrais pas dans le moule dans lequel j'étais censée rentrer. Et puis pareil, je me faisais frapper, insulter, des menaces, parce que je ne pensais pas la même chose que tout le monde. Désolée. Voilà, c'est un petit exemple très court pour vous montrer que Lenda reste seule face à elle. Et tous les besoins, si vous les reprenez l'un après l'autre, on a des exemples en fait à vous donner. Donc c'est un peu ça les conséquences d'un harcèlement. C'est pas juste une fois une guerre dans la cour de récré où on a insulté, c'est des répétitions de insultes, menaces, intimidations. Voilà, c'est un peu la définition du harcèlement, c'est la manière répétée de faire du tort à un enfant, à quelqu'un. Et puis je pense que aussi les conséquences qui sont un peu oubliées, c'est qu'en fait
la personne qui me fait subir du harcèlement ou les personnes qui rigolent autour oublient le fait qu'en fait, la personne qui se humilie ou harcelée, elle vit avec ça. En fait, moi, je peux insulter n'importe qui d'entre vous dans la salle. Quand je rentre chez moi, je suis heureuse. Mais la personne qui a reçu l'insulte, en fait, elle vit avec le fait qu'elle l'a reçue aujourd'hui par une autre personne. Et ça, on l'oublie souvent, et les profs vont beaucoup oublier les personnes autour, comme on va vous l'expliquer après. En fait, moi, j'ai pris du temps à me reconstruire là-dessus parce que c'est pas juste une fois où on m'insulte et puis, ok, j'ai oublié. En fait, c'est répétitif chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et ça s'ancre dans ma façon d'être et dans ma façon de penser. En fait, oui, je suis vraiment comme on me dit que je suis. Et du coup, donc tu as fini par t'oublier, à te construire à l'image des autres et uniquement des autres, à croire, à manger, à boire, à vivre pour ceux qui te disaient comment vivre. Donc tu dois apprendre effectivement maintenant à te connaître et être toi. Voilà. Une autre partie que nous voulions annoncer, c'était les personnes ressources. En fait, je pourrais refaire la même chose, mais on ne va pas refaire. C'est-à-dire, quelles sont les personnes ressources autour d'un enfant pour qu'il grandisse correctement? Il y a la famille, bien sûr, c'est un point d'ancrage, mais il n'y a pas que. Un enfant, il adore, normalement, il adule sa maîtresse. Il peut aduler son prof de sport, il peut aduler... Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup d'autres personnes autour d'un enfant pour le construire. Hein. Donc je citerai la famille, je citerai les enseignants, l'école, les camarades, très important. Tout ce qui est médecin autour de l'enfant est très important aussi. C'est une entité médicale. S'il y a quelque chose, vous savez que vous pouvez compter sur un professionnel de la santé. Normalement, il peut y avoir la police aussi qui intervient autour de l'enfant pour sa sécurité. Et toutes les personnes extérieures, les voisins, les moniteurs d'activité, etc. Dans toutes ces personnes ressources, Linda, est-ce que tu as été en sécurité? Les seules personnes ressources avec qui j'ai pu être en sécurité durant toute mon enfance, ça a été ma famille et mon pédiatre, grâce à qui j'ai pu changer de classe, pouvoir faire un peu d'autres choses par rapport à l'école, parce qu'en fait, quand on agit nous-mêmes, ça ne marche malheureusement pas. Et ouais, moi, tout ce qui est école, prof, camarades, amis, tout ça, j'avais pas ça autour de moi, j'avais que la famille. Et pour moi, du coup, c'est le plus important, c'est ce que j'ai eu. Mais justement, comme elle disait, il ne faut pas oublier qu'il y a plein d'autres personnes autour. Et si on n'a pas, entre guillemets, de famille, il y aura toujours des gens autour qui seront là pour nous aider. Et de par là, le message, oui. Petite question à l'infirmière scolaire. Alors, on n'y a pas pensé, on va dire, sur le moment. En fait, c'est une situation tellement de crise. Ça, on l'explique un petit peu dans le livre. C'est comme un traumatisme, on est un chat dans un phare, on est en fait paralysé, on va dire comme ça. C'est une sidération, d'où la culpabilité aussi qui vient après. Et voilà, l'infirmière scolaire n'a pas été quelqu'un à qui on a pensé, d'autant plus qu'on a prévenu la direction, les profs, la police, et personne n'a réagi ou voulu réagir, donc on n'a pas du tout pensé à ça. Mais effectivement, c'est une personne ressource. Mais je pense que moi aussi, ça devait être un peu une protection que je me suis faite. En fait, je ne voulais plus parler de ça à les gens extérieurs de ma famille parce que je savais qu'on ne m'écoutait pas. Je me parlais à la médiatrice, au directeur, à la doyenne, à tous mes profs et personne ne m'écoutait. Puis je pense que ça a été ce truc un peu de me protéger de en fait, pourquoi lui m'écouterait alors que personne ne m'a écouté. Et en fait, c'est ça aussi, moi, le message que j'aimerais faire passer il ne faut pas s'arrêter à là. Il y aura toujours quelqu'un qui va nous écouter. Et donc, j'en viens sur la suite pour moi, c'est très important de rappeler que tout le monde est dans l'obligation d'aider surtout un enfant en danger. Qu'on soit caissier à Leclerc ou n'importe où, qu'on soit dans un magasin, dans la rue. À partir du moment où un enfant vient nous dire qu'il est en danger, même si à notre échelle, on ne peut rien faire. Moi, je ne peux pas forcément aller à l'école et dire, alors que je ne connais pas l'enfant, il faut agir. Il y a toujours des gens qui peuvent le faire, donc aller alerter, aller en parler et tout. Mais que c'est notre obligation en tant qu'adulte d'aider les personnes en danger. D'où la notion de non-assistance à personne en danger, qui est quand même un acte qui est répréhensible par la loi. Donc nous avons été clairement dans un cas de non-assistance, avec tout ce qu'on vous a dit. Et puis aussi, en parlant de ça, en fait, on peut avoir un peu le réflexe de se dire « mais en fait, je ne le connais pas, pourquoi ça devrait être à moi ?» Et dans une de mes chansons, la première chanson que j'ai sortie, qui s'appelle « Comme si de rien »,
Je dis, mais imaginez juste qu'à ma place, ce soit votre petit bébé. En fait, ça peut être votre enfant, ça peut être votre soeur, ça peut être votre maman, ça peut être n'importe qui est dans cette situation et c'est pas parce qu'on ne connaît pas une personne qu'il ne faut pas l'aider. Et puis la dernière partie, c'est un petit peu les aides. Dans le livre, on explore aussi ce qu'on a fait, ce qu'on aurait pu faire, pourquoi ça s'est passé en fait. Voilà, comme je vous ai dit, quelque chose de momentané, on arrive à passer dessus et puis ça passe. Maintenant, entre 5-10 ans de harcèlement, avec une enfant qui a envie de partir d'ici, c'est quelque chose qu'on doit comprendre pour avancer. Enfin, il y a c'est la thérapie. Donc nous, on a voulu décortiquer un petit peu toutes ces aides, justement, auxquelles on a pu bénéficier ou penser, et d'autres, on n'a pas pensé ou on n'a pas pu. Chacun, il n'y a pas de recette toute faite. Dans les aides que nous, on a pu, Linda, tu as pu, en dehors de la famille. En dehors de la famille, moi j'ai eu la musique, c'est un peu ce qui m'a fait vivre, en dehors de tout ce que j'avais, c'est-à-dire la famille. J'avais l'instrument, le chant, tout ça. Même regarder des vidéos de gens qui chantaient, ça me faisait tellement m'évader en fait de ce que je vivais. Du coup, c'était vraiment quelque chose, et encore aujourd'hui, qui me fait vibrer, qui me fait vivre. J'ai eu aussi, et ça peut être étonnant, les réseaux sociaux. Pendant un moment, je ne les ai pas eus justement pour ne pas avoir de problème dessus parce que ça commençait un peu à venir sur le cyberharcèlement. Mais au moment où j'ai pu réavoir les réseaux sociaux, je suis tombée sur plusieurs vidéos qui nous apprenaient en fait à nous défendre face aux harceleurs par la parole en fait. Et ça m'a beaucoup aidée. Et ça peut paraître un petit peu débile comme ça de se dire que les réseaux sociaux ça aide pour le harcèlement, alors généralement on pense plutôt l'inverse. Mais en fait, si on cherche au bon endroit, moi ça m'a beaucoup sorti de. En fait, ça m'a redonné confiance de me dire en fait déjà je suis pas seule. Et en fait, tu me dis que je peux le faire, donc je peux le faire. Ça me redonne confiance en moi. J'ai eu aussi, j'ai changé de classe. Ça, c'est un peu ce qui m'a beaucoup aidée aussi, parce que j'ai eu la chance d'avoir un prof qui était super gentil, une classe qui était vraiment à l'écoute, qui était là pour moi, qui me soutenait dans ce que j'avais vécu avant, et pas des gens qui se moquaient parce que en fait, j'étais une victime de quelque chose. Du coup, ça, c'était vraiment bien, et je pense que c'est très important. Il ne faut pas minimiser ce truc de en fait il faut partir de l'endroit, même si c'est pas, moi je dis toujours c'est pas à la victime de partir de l'endroit où elle est harcelée, puisque en fait l'harceleur pourra harceler n'importe qui dans la classe, même si la victime est partie. Mais si on n'a pas d'autre choix, c'est vraiment une solution qui est bien. J'ai pu faire des activités extérieures aussi, ce qui m'a beaucoup aidée. Je suis allée en dehors de la ville, j'ai fait c'était des gens que je connaissais pas, des profs de sport que je connaissais pas, et ça c'était vraiment bien parce qu'en fait c'était pas l'univers que je connaissais de base. Personne ne connaissait mon histoire, mon prénom, ma vie. Je pouvais m'inventer ce que je voulais et être qui je voulais, et tout le monde allait me croire. Et en fait j'ai pu être la fille forte que je voulais être à la base parce que personne ne connaissait mon histoire. Et après j'ai eu aussi un chat, ça m'a beaucoup aidée. C'était un peu ma thérapie. C'est un peu, on entend ça souvent, un peu chien de thérapie, animal de compagnie, un peu thérapie et tout. Et ça, c'est aussi très bien, je trouve, parce qu'en fait, pour moi, les animaux, ils prennent tout. C'est vraiment une thérapie qui ne parle pas, mais c'est bien. Et puis, tu as pu bénéficier, il y a des associations, comme nous, on vient de Suisse, hein, donc il y a des associations aussi qui luttent contre le harcèlement, donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher de ces personnes qui ont des ressources, qui peuvent avoir des juristes, des psychologues, il y a des ateliers qui peuvent se mettre en place. Et Linda, nous nommons particulièrement l'association Tatou, tu as pu bénéficier d'ateliers de remise de confiance en soi. Je pense que c'est ce qui m'a vraiment fait sortir du harcèlement avant que je quitte l'école, ce qui a fait que j'ai pu dire stop à un moment, maintenant, vous arrêtez. Et en fait, c'était, au début j'avais un petit peu peur parce qu'on se retrouve avec plein de gens qui sont dans la même situation que nous. Et même là, j'avais peur de me faire juger parce que j'étais harcelée alors que c'était que des gens qui étaient dans la même situation que moi. Et on apprend d'abord la défense orale, avant la défense physique, de savoir dire non, stop, par la posture physique, par les mots qu'on utilise, et de savoir aussi, ils appellent ça le feu intérieur. À partir du moment où je suis plus dans mon feu vert, je ne dois pas laisser passer les choses, et ça m'a donné énormément confiance en moi. Et puis, il y a eu donc Linda s'est arrêtée dans sa scolarité. À un matin, elle ne s'est plus levée, donc c'est fini. Donc, s'en est suivi 2 ans de reconstruction. De par là, dans les aides, on peut vous nommer les témoignages, d'où le livre, hein, mais pas que. Tu as pu témoigner en fait et qu'on t'écoute enfin.
Ça m'a aussi beaucoup aidé parce que je pense que une des choses qu'une personne qui vit du harcèlement ou tout abus puisse exister, une victime tout court a besoin d'être écoutée et comprise en fait, parce que quand en tant que victime tu vas parler à quelqu'un et que la personne te dit oui on verra ça plus tard, mais en fait non, il faut que tu m'écoutes, là je suis en souffrance. Et le fait de pouvoir témoigner, d'avoir des gens qui me soutiennent derrière, en fait ça me redonne aussi une confiance en moi de me dire mais je m'aide moi déjà en témoignant parce que je libère tout ce que j'ai à libérer et ça fait du bien. Et il y a des gens aussi d'un côté des gens qui ne se rendent pas compte de ce que c'est le harcèlement et que en fait je peux peut-être leur ouvrir les yeux sur ce que c'est vraiment. Et d'autres personnes qui ont peut-être vécu la même chose ou qui ont des connaissances qui ont vécu la même chose. Et en fait, ça aide aussi de voir comment on peut s'en sortir, comment on peut aider, parce que peut-être c'est des ressources qu'on n'avait pas avant. C'est quelque chose. Voilà, donc tout un petit peu ce qu'on a fait, dans les pistes de ce qu'on n'a pas fait ou que certains pourraient faire et qu'on voit dans les témoignages, c'est un petit peu de déménager malheureusement. Comme on disait, c'est toujours à la victime de partir, ça fait tout un remaniement financier, familial. Donc ce sont des options qu'on n'a pas faites par souci financiers et familiaux. Il peut y avoir aussi l'école à distance, on vous retire l'enfant de l'école et puis elle continue son école à la maison. Ça peut être aussi une alternative, chose qu'on n'a pas retenue parce qu'il faut quand même un parent un peu présent. Et puis nous on a tous les deux personnellement des passions dans notre travail. Et on ne voulait pas... Il y a aussi un revers de stigmatisation, on va dire aussi, c'est-à-dire encore une fois, c'est la personne, à l'enfant qui a été victime de s'isoler encore plus. Donc on n'a pas choisi non plus cette option. Et voilà, il n'y a pas une recette toute prête. Maintenant, Lenda va bien. Vous pourrez écouter ses chansons. Donc à notre stand, il y a les codes QR pour la suivre sur les réseaux. Elle devient évidemment un peu une effigie du harcèlement scolaire en Suisse par les nombreuses associations pour lesquelles, si vous achetez le livre, c'est pour ça que nous l'avons sorti à compte d'auteur, donc sans maison d'édition, pour être au plus proche du témoignage que nous avons vécu, et puis pour que tous les sous reviennent et aux associations, donc à 3 associations qui luttent contre le harcèlement en Suisse, et aux chansons de Lenda, puisque c'est quand même son désir, c'est de vivre de sa musique. Donc elle sort pour le moment en faisant des petits boulots à côté pour financer ses chansons, faire des concerts, mais ça permet aussi d'avoir une partie du financement pour ses chansons. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, on est là. Comment toi tu expliques ce qui s'est passé? Pourquoi tout d'un coup tous ces enfants ont décidé que tu allais devenir leur souffrance? La seule réponse que j'ai trouvée pour ne pas souffrir toute ma vie, je dirais, c'est de me dire que si la vie m'a donné une épreuve aussi dure, c'est que je suis capable de la réaliser. Et que si elle l'avait donnée à un autre enfant, c'est que... elle ne l'a pas donnée à un autre enfant parce qu'il n'avait peut-être pas assez de poids sur les épaules. Et moi, c'est un peu le truc que je me suis dit depuis petite pour pas souffrir toute ma vie. Parce qu'on pourra toujours se poser des questions de pourquoi moi, j'ai rien fait, je ne méritais pas ça, personne ne mérite ça. Il y avait tellement de gens dans la classe et dans l'école qui auraient pu le vivre, et pourquoi moi je l'ai vécu comme ça à cet instant. Mais pour moi, ça fait partie de mon histoire. Et c'est ce qui fait ce que je suis maintenant. Et je pense que si je n'avais pas vécu ça, je ne serais pas autant forte, je ne serais pas là dans la musique, dans ce que je raconte, dans mes témoignages, là où je passe à la radio, télé, tout ça. Du coup, je pense que c'est un peu ce que je devais vivre. Tu as transformé. Et par rapport aux parents des enfants qui ont harcelé, moi ça m'étonne toujours parce que la situation d'une personne de ma famille qui m'en vient. Et la maman s'est positionnée très fortement et le papa aussi en disant voilà, on va rencontrer les parents, les enfants. Et donc ça a été d'abord un non total de l'équipe de la direction. Donc ils sont allés tout de suite plus haut. Et comme plus haut ça a fonctionné, c'est redescendu, la directrice a été obligée d'agir. Et donc il y a eu une grosse conversation entre les parents et la directrice. Et la maman a bien dit mon enfant ne me quittera pas, c'est pour moi. Si quelqu'un doit le quitter, ce sont les enfants harceleurs. Elle a dit mais c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux non plus pour eux. J'ai dit qu'il faut vraiment avoir une vraie conversation avec ces enfants et leur expliquer que le harcèlement, déjà
c'est interdit, c'est puni par la loi. C'est puni par la loi, bien sûr. Et reprendre juste dès le départ, au niveau de l'éducation, de voir comment les parents, eux, fonctionnent par rapport à ce qui s'est passé. Mais les parents se positionnent dans en tout cas, notre enfant ne partira pas de cet endroit. Et c'était un positionnement choisi. Elle a dit c'est à vous, en tant que directrice, de faire votre boulot. Voilà, c'est remettre les responsabilités à chaque personne. C'est ça qu'on a retenu aussi par rapport à donc, la petite sœur qui a aussi vécu des choses, hein, finalement. C'est pas anodin et on peut en tirer, on en a tiré aussi donc un positionnement, comme dit Linda aussi, une posture. Hein. Non, ça doit s'arrêter et c'est pas à moi de trouver la solution. C'est ça. Voilà. Et ça ne veut pas dire que la direction trouve une solution. Malheureusement, si ça continue, c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne joue pas dans un des trios. Les parents des enfants harceleurs, c'est un conseil bien sûr de se commencer par là, hein, de contacter les parents. Et puis voilà, quand vous avez, là c'était un petit peu avec les besoins, vous avez les parents des harceleurs, l'école, et puis nous, c'est un peu ça les échanges. Il y a pas, les parents ne sont plus là parce qu'ils ne veulent pas vous parler, parce que c'est jamais leur enfant qu'on aura tapé, qu'on a insulté. C'est le vôtre qui a insulté, c'est le vôtre qui a provoqué. Donc il n'y a pas de dialogue. Avec l'école, on ne vous reçoit pas, on ne vous donne pas le nom le téléphone des parents, parce que maintenant, en tout cas en Suisse, on ne donne plus du tout le numéro des parents, ce qui peut être bien hein, dans certaines situations. On ne vous reçoit pas. On vous dit qu'on va faire des choses, il n'y a rien qui se passe, etc. Donc ça, c'est parti aussi, comme les besoins. Et on se retrouve là, tout seul, face à une situation où l'enfant et nous sommes impuissants. Voilà. Donc oui, il faut quand même s'appuyer. C'est pour ça que moi, je parle beaucoup des professionnels de la santé. Normalement, c'est une entité à part. Et normalement, n'ont pas à intervenir et à juger un certificat médical. C'est ça qui a fait qu'on a pu avancer dans certaines situations. Donc c'est important, je trouve, d'aller voir un pédiatre qui peut constater les blessures physiques, mais morales. En tout cas, moi, ce que j'entends dans les différents témoignages que j'ai déjà vus à la télé ou lus, c'est toujours cette notion où effectivement la victime doit toujours se défendre contre une victime. Hein. Donc voilà, il faut s'excuser d'être là au mauvais moment. Et qu'effectivement, en général, dans les écoles, c'est un peu le déni. Hein. C'est-à-dire, non, c'est des jeunes enfants, ils apprennent à se connaître, à poser leurs limites. À un moment donné, c'est bon, les limites, voilà. Hein. Et justement, cette maman disait à la directrice, elle dit, tu sais ce qu'on va faire, c'est que moi, tous les soirs, quand vous allez partir de chez vous, je vais vous suivre, je vais vous insulter jusqu'à ce que vous rentriez chez vous. Et le lendemain matin, je vais vous attendre en sortant de chez vous, je vais vous insulter jusqu'à ce que vous rentriez à l'école. Et on va faire ça pendant un moment. Et je vous poserai la question de savoir si vous trouvez que c'est un jeu. Sauf que maintenant, en tout cas en Suisse, là, ça se retourne contre soi, puisqu'un adulte va intimider un enfant. Et donc, il va aller à la police. J'ai déjà vu totalement ce cas de figure. Quoi. C'était juste pour lui expliquer qu'on ne peut pas... Non, mais tout à fait. Dire, voilà, mais je veux dire, dans l'acte, on ne peut plus aborder ni un enfant pour lui dire ses cas de vérité, ni des parents, en fait, parce que ça se retourne. L'ultime, maintenant, c'est police tout de suite. Et là, ça va se retourner. On n'a plus le droit d'aborder un enfant à la sortie de l'école. Et il y a les réseaux, on filme pas, etc. Enfin, ça n'en finit plus. Voilà. Et moi, je pense qu'il y a aussi... maintenant, c'est tellement minimisé. Moi, il y a des fois où je le dis aux gens, en fait, on me dit, mais ce que tu as vécu, si là tu es en vie et que tu es heureuse, c'est que c'est pas grave. Donc en fait, il faut que je meure pour qu'on se dise, la pauvre, elle a vécu ça, c'était horrible. Et à chaque fois, mais on le voit même en France encore plus qu'en Suisse, c'est dès qu'un enfant se suicide qu'on remarque qu'en fait, là, ça fait tout un... Médiatique. Ouais, tout un truc médiatique où en fait, c'est la fin du monde parce qu'un enfant a vécu du harcèlement. Et je pense que des fois, moi maintenant, c'est un peu la seule chose que j'ai trouvée par rapport à l'école, c'est en fait d'être cash. Et là, je l'ai vu pendant mon apprentissage à l'école, où en fait, des fois, il faut dire, même si ça peut se retourner contre moi, parce que dans tous les cas, s'ils voudront le faire retourner contre moi, ils pourront, moi, je ne me laisse plus faire. Et il y a des fois, je dis aux profs, je connais votre façon de fonctionner, et c'est pas avec moi que vous allez le faire. Et les gens, ils s'arrêtent, parce qu'en fait, ils savent qu'ils n'auront pas le pouvoir. Et eux, la seule chose qu'ils cherchent, en fait, c'est le pouvoir sur les autres.
Et je pense que, comme elle disait, en fait, il n'y a pas de recette toute faite. C'est vraiment un peu à la carte. Moi, je reviens justement par rapport au suicide. Voilà. Est-ce que, on sait que le harcèlement peut engendrer plein de choses très très graves, hein, comme par exemple le suicide. Est-ce que tu es passé par cet épisode où tu as eu ces idées noires ou pas? Et comment tu as pu les gérer par rapport à ça? Je pense que... Alors, je suis passée dans cette période pendant très longtemps, un peu presque du début à la fin, et encore maintenant, des fois, j'ai pas d'idées noires, mais j'ai des réflexes qui viennent. Quand je vais pas bien, je me dis, mais là, avant, quand j'allais pas bien, je me faisais du mal, pourquoi pas? Après, je me dis, mais non, en fait, c'était plus comme ça. Et j'ai beaucoup moins ça maintenant, et je suis très contente, mais je suis passée pendant cette phase pendant très longtemps, et je pense que ce qui m'a stoppé cette phase, c'est que c'est la peur, en fait, parce que je l'ai essayé une fois, et je ne le referai pas. Parce que il y a en fait un peu ce truc de je savais que par exemple j'ai essayé plusieurs fois avec des médicaments mais je savais que j'allais pas finir la plaquette parce que je ne voulais pas mourir en fait. Et c'est un appel au secours en fin de compte. Ouais. C'était ça. Puis je pense que la fois où ça m'a fait vraiment peur c'est quand j'ai essayé de me pendre, puis ça n'a pas marché et là je me suis dit en fait pardon je peux pas faire ça. Et je pense que c'est surtout la peur qui a pris le dessus et où je me suis dit je ne veux pas ça. Et puis aussi de me dire que si je le fais ça leur donne raison. Et c'est la chose qui m'a tenue jusqu'à maintenant, c'est que je ne veux pas leur donner raison de ce qu'ils m'ont fait. Et être heureuse, c'est la meilleure façon de leur montrer qu'en fait, ils ont juste fait ça pour rien, ils se sont épuisés pour rien. Alors toi, tu as eu de la chance, par exemple, d'être accompagnée par les parents. Par contre, moi, je connais quelqu'un où les parents sont séparés. La jeune fille, elle est accompagnée justement par la maman, hein, mais le papa, il est dans le déni total, ce qui fait qu'elle est harcelée par le papa. Maintenant, en plus du harcèlement scolaire, donc c'est une double problématique. Donc, effectivement, quand on a le soutien de la famille, c'est énorme, hein, mais quand on a ce déni de la famille, d'une partie de l'entière famille, c'est encore pire. Parce qu'il y a le déni à l'école, plus le déni de la famille. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on parlait d'autres aides, en fait. Je pense qu'il faut vraiment que les gens, dans le livre aussi, on spécifie, parce que l'État, oui, a eu le soutien de la famille, mais il y a des gens qui ont vraiment personne, des enfants. Et vraiment parler à une personne, c'est ce que tu as appris au stage, on t'écoute pas, va voir un autre, jusqu'à temps que quelqu'un t'écoute en fait. C'est vraiment le message qu'ils ont transmis tout le long des ateliers. Pareil, un voisin, quelqu'un, tout le monde doit être responsable en fait, et l'enfant doit savoir qu'il y aura normalement une personne à un moment qui va s'arrêter pour l'aider. Et puis, on espère. Je pense que moi je donnerai jamais d'excuses aux gens qui n'écoutent pas, mais je pense qu'en tant que parent, moi je n'ai pas vécu, tu pourras dire, mais je serai aussi dans le déni pendant un moment. En fait, on ne peut pas forcer quelqu'un à comprendre parce que je pense que de se dire que son enfant se fait tabasser à l'école, on n'a pas envie d'en être sûr et de le croire parce qu'on n'a pas envie de ça en fait. Et je pense que c'est pas une excuse à donner, mais de parfois justement ce truc d'aller voir ailleurs parce qu'en fait il y a des gens qui réagissent pas comme tout le monde et puis il y a des gens qui vont se braquer alors qu'en fait c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas, ils ont pas c'est trop pour eux. Alors il faut aller voir ailleurs, c'est vraiment ce truc de si on nous écoute pas, il faut aller voir ailleurs. Il y a aussi les retombées de parler que tu as vécu, enfin que toute personne harcelée c'est de parler en fait, ça va empirer. C'est ce qu'on explique dans le livre aussi. Il y a tout un mécanisme, c'est tellement difficile comme mécanisme que, comme on disait, il n'y a pas une recette. On se dit... Donc en fait, de parler, elle nous disait pas la moitié de ce qui se passait et dont je rajoute les actes de mutilation et compagnie, on n'en a jamais été au courant que quand on a commencé à écrire le livre. Donc il y a un moment, l'enfant il s'arrête, je pense, dans sa souffrance parce que de un, c'est trop, des fois il veut peut-être protéger ses parents, il n'a pas des mots pour ça, et puis il y a aussi ce côté, il va y avoir des retombées. C'est-à-dire que le lendemain, si moi j'ai dit qu'on va lancer des vices en cours, je vais me faire encore plus emmerder parce que maintenant il y a la méthode... il y a une méthode de préoccupation partagée. Voilà, en Suisse où on prend tous les enfants, dont le harceleur, pour discuter. En fait, c'est pour faire réaliser aux enfants ce qu'ils sont en train de faire. Et par la parole, la communication, ça n'est pas efficace. En tout cas, dans la situation de l'ENDA, ça n'a pas été efficace. Ça met encore plus une stigmatisation. Je sais, ça dépend de l'âge. Moi, je trouve que ce truc de préoccupation partagée, ça marche quand on a 5-6 ans. Avec les enfants qui ont 18 ans, ils n'ont rien à faire qu'un prof lui dise c'est pas bien ce que tu fais en fait, parce qu'il a grandi comme ça.
Mais d'ailleurs, ils leur disent pas que c'est pas bien ce que tu fais, c'est de réfléchir à ce qu'il fait. Justement, il n'y a pas ce côté loi, en fait. Il n'y a pas ce côté limite. Ce que tu fais ne se fait pas, en fait, ils ne le disent pas. Et dans les médiations, donc en Suisse, en tout cas, les médiatrices sont des enseignants qui sont formés avec elles des cours sur la communication et la médiation. Pour notre part, on trouverait bien qu'il y ait une personne extérieure, en fait, qui soit un avis extérieur à... Là, il y a trop de conflits d'intérêts, en fait. La médiatrice est elle-même prof, elle-même dépassée par ses élèves selon comment. Et tu as été... une des phrases les plus importantes que tu as entendues de la médiatrice, c'est pour ça que tu ne voulais plus du tout les voir, finalement. Moi, je suis allée la voir 2 fois et les seules phrases que j'ai entendues, c'est « Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te fasse ça ?» Ou alors, il faut lui laisser du temps parce que peut-être que tu ne sais pas encore, mais tu as fait quelque chose qui pourrait... Et en fait, c'est toujours ma faute. Et je pense que c'est un peu ce que je disais aussi avant, ce truc de se protéger. Moi-même, en fait, j'ai pas envie d'entendre tous les jours que c'est de ma faute. Alors que moi, au fond, je sais que c'est pas de ma faute. Mais on me le répète tellement chaque jour que j'ai fini par me dire « Mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour que... » Est-ce que je cherchais, je me disais, ok, il s'est passé ça, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai fait un geste qui n'allait pas? Alors qu'en fait, non, je n'ai rien fait. Et aucune personne, qui qu'elle soit, ça se dit? Oui. Même une personne qui n'est pas gentille ne mérite pas ça, en fait. Et c'est pour ça que moi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est que je ne donnerai jamais d'excuses à personne. Oui, on pourrait se dire dans notre tête, bon, elle mérite un petit peu parce qu'elle est un petit peu chiante, mais personne ne mérite ça, même la pire personne au monde qui peut faire les pires conneries, elle ne mérite pas ce que j'ai vécu et ce que tous les enfants vivent. Et en fait, voilà un petit peu ce témoignage. Donc, on a juste dire que globalement, toutes les personnes qui sont victimes d'une situation de harcèlement, de violence, quelle qu'elle soit, on va toujours remettre en question la personne. C'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce que tu as fait? Tu es sûr que tu n'as rien fait. Mais pour les violences sexuelles, c'est pareil. Tu as guiché la personne, tu as eu un comportement sexualisé qui n'est pas non. oui, et puis même, si elle l'avait eu. C'est toutes les personnes, je dis, c'est toujours la victime qui subit, qui doit s'en expliquer ou s'en excuser. Mais c'est jamais la personne qui va agresser ou remettre en question, c'est ça qui est terrible. Et puis comme je dis justement de rien n'excuse ce qu'on dit, c'est que si on prend par exemple les violences sexuelles, même une fille qui a alliché un homme et qui l'a chauffé ou je ne sais pas quoi, elle ne mérite pas d'être violée. C'est juste ça, ou moi, c'est le truc qui me touche énormément, c'est que la personne, elle peut faire n'importe quoi, elle n'a pas... on ne peut pas dire qu'elle a provoqué la situation parce que non, la situation ne doit pas exister en fait. Et puis je voudrais juste te dire que par rapport à ce que tu disais, par rapport à tes tentatives de suicide, que quand tu dis j'ai eu peur et que non, j'avais pas à faire ça, j'ai envie de te dire oui, parce qu'en fait, les tentatives de suicide, c'est pas qu'on veut mourir, c'est qu'on veut plus souffrir. C'est ça la grande différence. Voilà. Et que ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Ça s'arrête. Ouais, c'est juste qu'on n'a pas envie de souffrir. Donc voilà, on a envie que ça s'arrête. La seule possibilité de plus souffrir, souvent, c'est de plus être là. Et puis moi, c'est pour ça que je suis jamais allée jusqu'au bout, parce que c'est pas que je voulais plus être là, c'est que moi, j'avais besoin de dormir sans me réveiller pendant un moment, que ça passe, me reposer, prendre des forces et ensuite retourner. J'avais pas envie de plus jamais être là, et c'est pour ça que je suis pas allée jusqu'au bout, parce que moi, je voulais vivre, j'ai toujours voulu vivre. Ouais, Et souffrir moins. Au plus. Une question en tant que parent, ça ne doit pas être facile à vivre. Tout à fait, oui, tout à fait. Comme je disais, c'est des questions d'années. Hein. Donc on n'est pas dans un accident à un instant T. C'est pas un enfant qui s'est blessé. Voilà, c'est vraiment... On peut rien faire, on est entre guillemets. Des années, on s'adapte en fait à... heureusement, nous on était soudés en famille, enfin je dirais en couple, en tant que parents. On était quand même là, voilà. Mais il y a toujours la culpabilité évidemment derrière. À la fin du livre, je m'en excuse pour mes autres enfants d'avoir des fois, oui, on est moins présent pour les autres enfants. Voilà, chacun a son histoire de vie. Quand vous avez aussi un enfant malade pour une autre raison,
tout se concentre sur cet enfant. Voilà, on part au plus urgent, on éteint les flammes, on essaye de traverser la crise, et puis c'est vrai qu'après, ce qu'on appelle le post-traumatique, il peut durer des années. Effectivement, alors pour ma part, je ne parle pas de traumatisme, je n'ai pas vécu la chose, mais voilà, toute une adaptation. Et puis nous, dans le livre, on parle de résilience, donc nous, on est là-dedans. Alors moi, maintenant, j'ai décidé de plus, toi aussi, Linda, on est un peu plus là-dedans, de plus s'arrêter sur tout ça. Et maintenant, dès que voilà, il y a des pensées qui reviennent, des réflexes, c'est la même chose en fait. On arrive à switcher puis à se dire non, mais maintenant c'est bon. C'est bon, on va plus se laisser faire, c'est bon, on n'est plus dans la même situation. On a d'autres ressources, on a d'autres forces qu'on a acquises depuis. On peut mieux réagir, on n'est pas seul, on est soudés, il y a des aides. Enfin voilà, tout ça maintenant revient un peu mieux qu'avant. Puis je pense qu'aussi à chacun qui a son temps d'adaptation. Par exemple, on dit les étapes de la résilience, il y a le déni, la colère, la tristesse, tout ça. Et il y en a qui vont rester dans le déni pendant 1 an, d'autres pendant 2 mois. Moi, par exemple, je suis restée dans la colère pendant très longtemps, j'avais envie qu'elle meure, j'avais envie de la faire souffrir, j'avais envie de la torturer, qu'elle me regarde en me disant je suis désolée. Alors qu'en fait, et après je me dis mais comment j'ai pu penser ça, c'est pas du tout moi, jamais je ferais de mal à quelqu'un. Et il y en a qui vont passer par la colère, en 2 jours ils vont être énervés, puis après en fait, non, pourquoi je suis énervée contre cette personne? Et je pense qu'il faut être hyper indulgent avec soi-même, de ne pas se mettre de pression en fait. Et si ça doit prendre 10 ans pour qu'on récupère, ça prendra 10 ans et c'est ok. C'est sa phrase vraiment. Voilà. Je crois qu'elle veut tout résumer. Ouais. C'est ok. C'est ok. Voilà, en tout cas merci pour cet échange. J'ai l'impression que entre Linda, je pense que de toute façon on ne fait que grandir par ce monde d'expérience. Mais je pense qu'en tant que parent, on grandit aussi. Ah oui, bien sûr. Donc, Comme Linda dit, on ne serait jamais comme on est maintenant, et pour tout genre d'épreuve. Donc voilà. Maintenant, oui, on a peut-être le sourire parce que l'issue et la suite est plutôt favorable et heureuse, hein, on est d'accord. Mais du coup, on profite. Voilà, puis on va de l'avant. Si on peut aider, maintenant, voilà, d'avoir vécu vraiment à l'intérieur, au centre de ça, franchement, c'est pas que moi j'ai des solutions, j'ai maintenant pas mal de parents qui m'appellent, et je suis très contente en fait de me dire que je pourrais, comme toi, d'aider quelqu'un. Quelque part, je ne sais jamais quoi leur dire, on va dire comme ça, et puis au final, ils me disent toujours merci, donc c'est juste d'échanger, d'écouter ce qu'ils sont en train de vivre et de dire oui, je comprends, on est passé par là. Voilà. C'est ça, de tout aide dans tout traumatisme. Il faut trouver quelqu'un quand même qui vous écoute à la base. Ça permet quand même de sortir les choses, ça respire à l'intérieur. En tout cas, moi, je suis contente des aides que j'apporte aux parents. C'est plutôt aux parents. Merci beaucoup en tout cas. Merci en tout cas.